Botanabino, salutations, Madame Colombe sur PTC Legacy. Dans cette nouvelle émission, je reçois Massaran, qui est aujourd'hui infirmière en réanimation et qui a eu un parcours entrepreneurial. Elle va nous raconter ça aujourd'hui. Avant ça, introduction. Vous êtes sur PTC Legacy, la plateforme média afro-exaltée qui visibilise, célèbre et promeut la pluralité des carrières noires. Comme le dit un célèbre proverbe du continent, la science est le tronc d'un baobab qu'une seule personne ne peut embrasser. Ensemble, embrassons ce baobab en explorant des sujets et réflexions profondes sur les piliers d'héritage, de leadership et d'empouvoirment. Chaque émission est une invitation à découvrir, à grandir et à impacter le monde, une personne à la fois. Nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. PTC Legacy, là où l'héritage rencontre l'avenir et où l'espoir devient action. Je te remercie Massaran d'être présente avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de t'avoir. Ça a été un combat, mais on a réussi. Merci pour l'invitation, Colombe et Aoniche. J'espère qu'on va passer un moment très agréable, j'en suis sûre. On va se découvrir. Oniche, c'est quelle langue? C'est en Bambara et je souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Donc moi, je t'ai présenté de manière très succincte, mais c'est toujours l'une des premières questions que je pose. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Grande question. Je suis Massaran. Une jeune, plus très jeune. Jeune comment? Jeune comment? Non, plus jeune. Mais voilà, donc 35 ans. Oh, déjà, punaise. 35 ans, avec un parcours très, très atypique. Je suis née dans le 93, à Saint-Denis, donc ville dans laquelle j'ai grandi, jusqu'à mes 15 ans. À 15 ans, j'ai été sélectionnée du coup pour faire partie d'une équipe de basket. Donc, je suis rentrée en centre de formation à Nice, où j'ai joué en cadet de France pendant une année. De là, j'ai été transférée ensuite à Ouascal, d'où mon arrivée dans le Nord. Ça a dû changer entre Nice. Donc déjà entre le 9-3, Ouais, le 93 Île-de-France, tu vas à Nice, enfin tu vois, tu changes totalement de... ça n'a rien à voir. Et Et- puis là, en plus, je passais de pas trop sportif à sportif où il y a entraînement tous les jours, C'était du du basket. sport-études? Ouais. Ok. Où il y a un match tous les week-ends, où il y a de l'intensité, de la rigueur, où il fallait lier aussi les études. Donc j'ai fait ma seconde, ma seconde je l'ai fait à Saint-Denis, et là j'arrivais pour ma première du coup. Donc beaucoup de changements, une année très difficile, je ne vais pas dire le contraire. Il a fallu s'accrocher, il a fallu avoir de la détermination. Ça s'est bien passé, j'en ai récupéré, j'en ressors avec pas mal d'enseignements. Ça m'a fait mûrir d'un coup, on va pas dire le contraire. Donc voilà, j'ai fait mon 16e anniversaire, je l'ai fait à Nice. C'était pas mal. Et t'as fait quoi comme études? Parce que là, t'es sport-études, mais est-ce que t'as fait un bac spécifique? J'ai fait un bac économique et social. Ok, yes. Donc voilà, je restais sur une filière générale, mais il y avait le côté basket, donc le côté rigueur d'entraînement, où il fallait savoir aussi s'organiser au niveau du travail qu'on demandait à l'école parce qu'on n'avait pas d'horaire aménagé. D'accord, ok. Donc voilà, c'était beaucoup de rigueur. On avait des pesées au niveau du poids, on avait des objectifs à atteindre, donc Et c'est un gros challenge. ça fait quoi, question de quitter le 93 où tu es avec tes frères et sœurs et tes parents, enfin tu vois, et d'arriver à Nice où tu es toute seule, mine de rien, même si tu as des coéquipières, j'imagine Ouais. que tu étais avec tes coéquipières, mais tu les connais pas. Tu arrives, à moins que vous vous connaissiez d'avant, enfin tu vois comment ça Du s'est tout, passé. je connaissais personne. Mm. C'est ma sœur qui m'a accompagnée. Beaucoup d'anxiété au début, c'est une nouvelle vie. Apprendre à être toute seule au quotidien avec les coéquipières, apprendre à avoir une autre oreille que celle qu'on connaît habituellement. C'est un univers où aussi il y a de la compétition pour être sur le terrain le week-end et tout ça. Donc j'ai recréé une petite famille là-bas.
Donc j'avais mes mamans du Sud, que j'appelle comme ça. Donc on avait déjà la surveillante du centre de formation avec qui on était, qui nous suivait tous les week-ends Mhm. et qui était une oreille très maternelle pour nous, donc c'était top. Et il y avait aussi la directrice du centre, du pôle du centre de formation qui était là et qui nous faisait découvrir le Sud, parce que du coup c'était tout nouveau, et qu'on était quelques-unes à pas rentrer le week-end sur deux, parce qu'il y en avait une qui arrivait aussi de Guyane et qui découvrait la métropole. Donc c'était cool et on a encore de contact actuellement, donc c'est pas mal. C'est ma mini-famille. Ouais, parce que presque 20 ans aujourd'hui, entre tes 16 ans quand tu as commencé et aujourd'hui, donc ouais, j'imagine que ça crée des liens et ça On permet crée de... des liens. Il y en a une qui était à mon mariage. Celle qui venait de Guyane est venue des États-Unis, parce qu'elle vit aux États-Unis maintenant pour mon mariage. Ouais. Et il y en a une qui a vu là récemment mes deux filles. Donc ouais, c'est marrant de se dire on a évolué. Parce que vraiment, à l'époque, ouais, je pense qu'on ne devait pas être facile tout le temps. Ah là, on a tous une période d'adolescence, mais tu vois, le vivre en différé. Parce qu'en fait, là, on te demande de la rigueur et l'adolescence, c'est là où tu as envie Ouais. d'explorer, c'est là où tu as envie d'être dans. Bah, tu te découvres. Ah oui, clairement. Et en même temps, on te dit non, tu dois avoir des horaires, tu dois gérer ton temps, tu dois faire ci. Et tu dois avoir l'état d'esprit d'un champion, d'une championne, tu vois. C'est ça. Donc, c'est un peu cette ambivalence, j'imagine. Ouais, mais c'est formateur. Mm. Et je pense que j'aurais pas été la Massara d'aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça Mm. aussi jeune. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu, parce que là, on est passé rapidement à tes 16 ans, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu étais dans une fratrie de combien? C'était quoi la dynamique à la maison? Quelles sont les valeurs qui t'ont été inculquées et que t'as gardées, tu vois, dans ton état d'esprit qui t'ont permis de te construire? Voilà, un petit peu comprendre ce qu'on dit, qu'on se construit de nos 0 à nos 16 ans. Ouais. Donc c'est un peu pour savoir. Alors avant, du coup, j'ai grandi, donc je suis née à Saint-Denis, Mm. d'une maman et d'un papa immigré qui venaient du Mali, tous deux. Donc voilà, je suis la dernière d'une fratrie, on est trois. J'ai une grande sœur, Mhm. mon frère qui arrive juste derrière et moi la petite dernière. Benjamin. C'est ça. Du coup, on a grandi dans une atmosphère où mes parents se sont séparés. Et donc, ça tenait à cœur à maman qu'on ait une bonne éducation. Donc, elle a toujours tout fait pour nous, pour qu'on ait déjà les bonnes valeurs, qu'on se présente bien à l'extérieur, qu'on n'ait pas de problème. Donc voilà, ça n'a pas toujours été facile, je pense, pour elle, mais on en ressort, nous, grandis. Et à travers nos activités, elle a toujours tout fait pour qu'on puisse avoir des activités diversifiées. Donc, c'est comme ça que j'avais réussi à faire 7 ans de piano. Ah, ouais. On avait un piano à la maison, maman avait investi. Ma sœur en a fait aussi avant pendant pas mal d'années. Donc voilà, en activité, fallait que ça soit carré. Le mercredi, il y avait piano. Ensuite, il y avait solfège. Le samedi, il y avait aussi solfège. Vraiment, l'objectif, c'était qu'on ne reste pas à rien faire et qu'on ne reste pas, entre guillemets, en bas de la cité. Voilà. C'était vraiment l'idée. Donc, et surtout qu'à l'époque, en plus, c'était pas évident d'avoir une femme qui élève seule ses 3 enfants. Donc voilà, du coup, c'était vraiment l'idée. Donc, j'ai toujours grandi avec l'idée de me dire, faut que je fasse bien les choses parce que je veux pas avoir de problème et je veux pas qu'on me dise, vous voyez, les enfants d'eux, comment ils ont fini. Donc, c'est vraiment l'idée. Et de dire, à un moment donné, c'était un moyen aussi pour moi de remercier maman pour tout ce qu'elle avait fait. Et en termes de valeurs familiales qui t'ont accompagné et qui t'accompagnent encore aujourd'hui, tu dirais que ce sont lesquelles? Beaucoup le partage, beaucoup l'entraide. Je me souviens qu'on essayait quand même d'aller régulièrement au Mali. Et à l'époque, je râlais un petit peu, mais l'idée, c'était d'aller avec ses affaires. Donc, à nous laisser partir avec nos affaires, qu'on aimait plus ou moins bien. Et du coup, quelques jours avant de retour, elle nous disait au téléphone qu'il en était hors de question qu'on revienne avec, Autant. avec ceux avec quoi on était partis et qu'il fallait qu'on laisse tout là-bas.
Donc c'était fallait réussir à se détacher pour pouvoir faire plaisir aussi aux autres Mmh. et se dire qu'en fait, on se détache du matériel, on n'en a pas tant besoin que ça. Mmh. Donc on râlait un petit peu. Moi, intérieurement, je me disais: mais en fait, finalement, je suis contente de l'avoir fait. Mmh. Donc voilà, c'est vrai, beaucoup respect, entraide, partage, bienveillance. Vraiment, c'est la bienveillance pour moi, c'est quelque chose qui me suit encore aujourd'hui et je pense qu'il me suit dans mon parcours actuel et mes choix actuels. Vraiment. Ouais, je trouve que ça te va bien. Mmh. Ça te caractérise bien. Donc là, j'entends que tu allais souvent au Mali. Donc c'est-à-dire que tu as connu, même si tu n'y as pas vécu à Mmh. proprement parler, mais tu as connu cette double culture et le fait d'avoir une vraie connexion avec le continent. Parce que tu vois, moi, par exemple, c'est pas quelque chose, que j'ai, c'est quelque chose que j'ai vécu, Mmh. mais c'est quelque chose qui m'a manqué. Aujourd'hui, tu te sens comment? Enfin, tu sens avoir une connexion avec, le Mali ou avec l'Afrique en général ou pas du tout? J'ai eu la chance de l'avoir et je Mmh. pense que je l'ai encore parce que à la maison, déjà, on baignait dedans, déjà à travers les plats, même si maman, elle est arrivée en France, elle avait 16 ans. Donc, on avait quand même cette culture européenne et française, mais c'est vrai que quand on allait à la maison, il y avait quand même les plats, il y avait beaucoup la musique. On a grandi dans ça, les clips maliens à l'ancienne et tout ça, donc c'était marrant. On a grandi dedans et après, moi, j'ai eu la chance d'être dans le 93, d'avoir ma meilleure amie qui est d'origine malienne aussi. Donc, on a cultivé ça. Et c'est vrai que parfois, quand ça m'est arrivé d'être dans sa classe, parfois, quand on voulait dire des choses et qu'on voulait pas qu'on nous comprenne, on le disait en bambara, Mmh. histoire de d'avoir Passer les. sous les radars incognito, c'est vraiment en code. Ouais, voilà. Donc c'était marrant. Et je me rappelle, par exemple, qu'en troisième, on avait un ami aussi malien qui, lui, avait un autre dialecte, mais du Mali. Et elle était au milieu en train de traduire les deux parce qu'elle comprenait. Donc, du coup, c'était marrant. Non, et ça m'a permis de grandir et de cultiver ce côté-là Mmh. et de pas avoir honte de cette double culture. Mmh. Et plutôt de l'enrichir, de me dire, non, moi, elle fait partie de moi. Donc aujourd'hui, si je vais au Mali, je suis capable de me débrouiller. Mmh. OK. Après, j'aurai pas totalement les codes maliens, C'est normal. mais je suis capable de comprendre la langue, je suis capable de me faire comprendre, je suis capable de me débrouiller. OK. OK, OK. Donc là, je reviens, revenons dans le temps. Donc sport-études, basket, heu, donc énormément de rigueur. Donc là, Mmh. on rentre dans une période, où tu veux de performance, Mmh. et qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe, c'est que du coup, je fais une demande de transfert pour me rapprocher parce que Nice, c'était loin, et que, j'ai pu rentrer, que 2 fois à l'année, OK. et j'ai ressenti ça de manière très violente Mmh. parce que du coup, on passe de: «Je suis la dernière de la famille» à, «Je suis loin». Mmh. Et j'ai beaucoup intériorisé pas mal de choses, la difficulté là-bas et tout ça parce que je voulais pas inquiéter. Donc voilà, j'ai décidé de faire des demandes un petit peu dans le nord, pas très loin de la région parisienne et j'ai été prise à Ouascal. OK. Donc je suis arrivée à Ouascal, je suis arrivée à 16 ans parce que j'ai fêté mon 17e anniversaire, à Ouascal. Ça s'est super bien passé, une équipe très étayante, pareil, j'étais très bien accueillie et j'avais la possibilité de faire beaucoup plus d'allers-retours sur Paris et quand on avait des compétitions à Paris, ça permettait aussi de rester et de voir la famille qui nous voyait, jouer à ce moment-là. Donc c'était cool. Donc voilà et j'ai été super bien accueillie dans le Nord. Le Nord, c'est top et j'ai rencontré mon mari. OK, OK. Donc du coup, tu as profité de ce petit mercato, ce petit transfert, Pour, diversifier les horizons. de de Non, donc voilà, du coup, je suis restée, dans le Nord pour 2 saisons. OK. J'ai mis un petit peu en off les études parce que, à l'époque, voilà, c'était le basket,
je voulais le basket, le basket, le basket, et j'avais pas cette vision sur du long terme. Donc, j'ai un peu mis de côté mes études. J'étais beaucoup moins performante. Les notes ont dégringolé, clairement. Donc voilà. Et puis en plus, j'étais censée passer mon bac à 17 ans. Je savais pas ce que je voulais faire après. Donc, bah, c'est tout. J'ai laissé un peu le truc couler. Voilà. Donc, je l'ai pas eu la première année. Mais le basket, ça allait plus ou moins. Donc, j'avais signé une deuxième saison à Wascal. Sauf qu'en début de saison, premier entraînement, rupture du tendon d'Achille. Donc, saison finie. Opération quasi le lendemain, le surlendemain. Donc voilà, il a fallu réapprendre à marcher après derrière. Gérer sa frustration, de voir les coéquipières, parce que du coup j'étais encore au centre de formation, et de faire certains déplacements, de voir certains matchs, mais sur le côté, de ne pas pouvoir jouer. Il a fallu se reconstruire, parce que c'est pas évident de vivre tout ça aussi loin de la famille. Mais c'est tout, fallait avancer. Et il fallait se dire, qu'est-ce qu'on fait après? Donc j'étais plus ou moins dans une époque un petit peu de rébellion et de fragilité aussi, beaucoup. Mais j'étais quand même bien entourée. Donc ça m'a permis de traverser aussi ces différentes épreuves. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et c'était le moment de se poser et de décider de ce que j'allais faire, des études. Donc, sachant que comme il n'y avait que le basket et que je m'investissais pas plus que ça dans l'école, on m'a toujours dit toi, tu n'arriveras pas à faire ça, tu n'arriveras pas à faire ça, tu n'arriveras pas à faire ça. Donc, en fait, ça m'avait construit intérieurement et je me mettais des freins, des barrières sur pas mal de filières. Ouais, ton champ des possibles, il avait été réduit. Il avait été réduit. En fait, je me suis dit, c'est pas grave, il est réduit, mais j'ai le basket. Et en parallèle, j'ai mon grand frère aussi qui faisait du sport à haut niveau et qui faisait du basket à haut niveau. Donc, pour moi, je me suis dit, c'est tout, c'est pas grave, il y a le sport. Il y a le sport et que j'ai des coéquipières qui ont fait l'équipe de France. J'en ai une qui est partie vivre aux États-Unis. Donc, pour moi, c'était, si ça va pas à l'école, ça ira au sport. Donc, il a fallu vraiment déconstruire tout ça, à réapprendre à se connaître et se dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aime? La prochaine étape. C'est ça. Et avant d'aller à la prochaine étape, c'était quoi son rêve à Massaran quand elle était enfant? Tu voulais faire quoi? Qui tu voulais Je être? voulais être médecin. Je voulais être médecin. C'est vrai? La classe. Franchement, la classe. Et je me dis, aider l'autre, lui apporter du réconfort, le sauver, c'est juste, c'est le métier de rêve. C'est pas facile tous les jours, je pense, pour les médecins, mais dans ma tête, je me suis dit, mais peu importe où tu vas, ça veut dire que si tu veux aller en Afrique, tu peux aider. Si tu veux rester en Europe, tu peux aider. Tu peux aider ton voisin. En fait, tu peux aider tout le temps. Ouais, l'utilité vraiment. C'est ça, c'est avoir un métier utile. Au-delà de ça, c'est... moi, j'aimais bien les chiffres. Donc, je me suis dit, je veux pouvoir aider. Il y a des maths, il y a des trucs. Et en fait, on m'a beaucoup fermé les portes parce que déjà, j'ai fait une filière économique et sociale. Donc, je l'ai vite écartée. Cette Massara-là, elle s'est dit, ouais, non, c'est pas possible. On abandonne. Donc, du coup, la nouvelle Massara, elle s'est dit, oh, une école de commerce, il y a des chiffres. Après, je me suis dit, j'aimerais bien faire de l'audit FI. Donc, je voulais faire de l'audit financier. C'était vraiment mon objectif. Donc, j'ai fait l'ESDM, qui est une filière de la Schema. Et du coup, j'ai fait ma licence là-bas. Donc, j'ai une licence éco-gestion. Et l'objectif, c'était de faire le Master 1 et le Master 2 dans une école de commerce. Donc, de passer les concours. Soit rester dans la Schema ou soit aller, à l'époque, je voulais vraiment les decks. Donc, c'était vraiment l'objectif. Sauf que j'avais déjà fait un prêt pour pouvoir me financer, l'ESDEM. Et sans indiscrétion, tu n'es pas obligé d'en parler. Parce que j'ai échangé avec KNTH Kanda, qui est quelqu'un que j'ai reçu. Et lui, il avait fait un prêt de 15 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Pour son école de commerce. C'est ça. Et tu es dans cette
tranche-là aussi? Ouais, on était, je crois que je devais être à 16 ou ouais, entre 16 et 17 000. Ok, donc tu t'es autofinancé. Donc Je tu as me fait suis un crédit à autofinancée, côté. ouais. Donc, à l'époque, c'était, tu faisais un crédit où tu payais les intérêts pendant toutes tes études et après, tu avais des échéances, pardon. Et donc, c'était pour moi le seul moyen de pouvoir me financer, de faire cette école-là. Mhm. Je sais qu'à l'époque, c'était compliqué. Et puis, je me rappelle que les gens ils me disaient, mais attends, tu vas payer pour entrer dans cette école alors que normalement, on paye les gens pour aller à l'école en donnant des bourses. Mhm. Donc, ça n'a pas été facile. J'ai travaillé aussi À côté? à côté. Et puis, dès que je pouvais, en fait, voilà, pendant les vacances, à faire des colonies, à faire voilà. Donc il fallait financer ça, il fallait, financer, sa vie, parce que du coup, sa vie hors sport, parce que du coup, quand j'ai commencé les études supérieures et après la rupture du tendon d'Achille, ben, il était plus question de tout donner dans le sport. Donc c'était, vraiment de se dire, bah, je vais travailler, je vais m'autofinancer, ma vie, mon quotidien. Et j'ai une question. Parce que mine de rien, il y a un moment, tu avais mis tous tes œufs dans le même panier, Mmh. et c'était sport. Et c'est quoi la leçon que tu retiens et que tu auras envie de donner comme conseil à quelqu'un qui justement a une passion sportive ou une passion quelconque et qui met tout dans ça et qui peut parfois même occulter ce qu'il y a à côté. Toi, avec le recul aujourd'hui et quasiment 20 ans dans les dents, c'est 20 parti. ans. Mais qu'est-ce que tu auras envie de donner comme conseil? Bah, le conseil que je peux donner, c'est, le sport, c'est si c'est ce qui vous habite et ce que vous appréciez, faut y aller. Faut y aller à 100%, c'est votre projet. Si vous voulez en faire un projet de vie, allez-y. Je vous encourage à tout donner pour ne pas avoir de regrets. Par contre, derrière, c'est pas parce qu'on est sportif qu'on ne peut pas, lier, les études. Et il faut se dire que voilà, la carrière d'un sportif, elle est pas à rallonge, donc à un moment donné, il faut se dire: «Et après, qu'est-ce que je fais?» Parce que se retrouver en fin de carrière à 30-35 ans, ou 40 ans et se dire: «Ben, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas fait d'études, j'ai pas mis d'argent de côté, pendant ma carrière sportive». C'est à un moment donné de se dire: «Je» c'est compliqué de se reconstruire à cet âge-là, Mm. donc j'anticipe. J'anticipe et j'ai toujours un plan B. Voilà, le plan A, ça peut être le sport, mais le plan B, c'est quoi? Mhm. Donc c'est vraiment faut vraiment se dire ça. Ça peut être un projet de vie, mais il y a pas que le sport. Ok. Et puis maintenant, chose qu'il y avait moins à l'époque, il y a beaucoup de centres de formation, c'est beaucoup plus reconnu. Et puis surtout, pour les filles, il y en a pas beaucoup qui arrivent à vivre totalement de ça sans rien faire. C'est la différence entre les filles et les garçons, là-dessus, c'est que les garçons, ils ont plus facile à fonctionner qu'avec le sport. Mhm. Nous, financièrement, t'es quand même obligé d'avoir une autre activité à côté. Donc, je pense que pour les filles, c'est moins compliqué de se dire qu'il faut un plan B que pour un garçon. Mm. On sait que malheureusement, le sport féminin, ça reste quelque chose qui n'est pas plébiscité, on Ouais, va dire, par rapport moins. au Bah sport. maintenant, de plus en plus, et c'est bien, avec les JO, avec les performances et tout ça. Non, mais à salaire égal, il y aura pas. Ah Enfin, non, tu vois, c'est ça. Donc, oui, non, on plébiscite, oui, mais derrière, en fait, il faut du pécunier aussi. c'est ça. Et en termes de pécunier, enfin, je regarde un petit peu parce que ça m'intéresse, tu vois. Mm. Je me dis que voilà, on a encore des gaps à atteindre. Il y a beaucoup de gaps à atteindre. Et quand je regarde sur ma génération, les filles avec lesquelles j'ai fait du basket, ben, elles ont toutes dû continuer, faire des études, aller jusqu'au master, Mhm. dans des domaines pas spécialement liés au sport, euh, et pour pouvoir réussir. Mm. Et dans ma génération, il y en a qu'une qui en a enfin, qui vit de ça. Encore, non, elle a arrêté, mais j'en connais qu'une. Qui potentiellement peut dire, moi, j'ai vécu de ça pendant X années. Ok. Ouais, ce qui est non négligeable, Ouais. derrière. Ok. Et donc, du coup, là, donc, tu finances tes études, donc ton école de commerce. Donc, je finance jusqu'à la licence. Oui. Et l'idée, c'était de voir un petit peu ce que j'allais faire après. Mhm.
Heu, Sauf que, ben, voilà, il fallait refaire un prêt, refaire une rallonge de prêt pour financer un master 1 et un master 2, sachant que j'en aurais à peu près pour encore 18 000 €. Mmh. Hem, compliqué, compliqué, donc il a fallu réfléchir et se dire: «Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on finance, on continue ou est-ce qu'on, regarde ce qu'on a vraiment envie de faire et on se pose?» Et donc, en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est, de me poser et réfléchir. Mmh. À l'époque, on était dans la vague un peu nappy, soin du cheveu au naturel, et j'avais eu la chance d'avoir été aux États-Unis, j'avais des paillettes plein les yeux, et voilà, c'était mon dada. Mmh. Le week-end, gérer ma routine capillaire, j'avais un jour pour ça, j'avais, un steamer, donc un casque chauffant vapeur que j'avais acheté aux États-Unis, j'avais le casque chauffant et vraiment le week-end, c'était ma routine. Mmh. Je faisais mon bain d'huile, je faisais mon pré-pou, je faisais mon shampoing, mon masque, je posais, tout ça, c'est vraiment mon rituel. Mmh. Hem Et donc, je me suis dit: «À Lille, il manque des choses». Il manque des choses. Heu, on n'est pas assez mis en valeur. Il y a pas de boutique adaptée. Je sais que ça me fatiguait d'aller, dans des boutiques où, je suis obligée de côtoyer l'alimentaire pour avoir mes produits capillaires. Mmh. Je trouvais qu'on méritait mieux, ce que je faisais souvent aussi, c'était que j'allais souvent à Paris pour, soit me ravitailler en produits que j'arrivais pas à avoir ici ou soit pour me coiffer Mmh. et je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire». Donc j'avais 2 choix. Soit je décidais de me lancer dans ce domaine-là, Mmh. soit je décidais, de continuer, dans l'audit FI et donc du coup, j'ai décidé de partir et de monter mon business. OK. Voilà. Donc là, attends, je reprends. Donc tu investis en toi, quasiment 18 000 € entre 15 et 18 000 € pour ta formation, en école de co. Mmh, Et en fait, là, tu sais que tu dois remettre une rallonge à peu près du même montant pour 2 ans et tu te poses et tu fais une petite mmh, introspection et tu te dis: «En fait, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer?» Moi, c'est vraiment le cheveu, afro, tu vois? Et tu te dis: «Ben, je fais mon plan, je me lance, dans ça». c'est ça. OK. C'est ça, donc du coup, l'année de ma licence, donc en fait, j'avais mon ordi, pendant les cours, et après les cours, je bossais, je contactais les marques, l'idée, c'est d'avoir des références, mais des références que je maîtrise. Mmh. Donc j'avais, 350 références à peu près dans la boutique et l'idée, c'est de les maîtriser en amont, de Mmh. maîtriser leur texture, leur odeur, les effets, tout ça. Donc en fait, à la maison, j'avais acheté, moi, investi, beaucoup, beaucoup de produits. Donc j'avais, beaucoup de produits. Dès Mmh. que je voulais tester, je testais, je disais: «Non, ça n'ira pas, ça, la compo, non, c'est pas ce que je veux» et en fait, j'ai sélectionné comme ça 350 références. Et c'était quoi ton ambition avec ce magasin? C'était quoi déjà le nom du magasin? Le nom du magasin, c'était Timaa, Mmh. heu, qui veut dire cheveux en somalien. Et l'idée, c'était, d'être la première boutique spécialisée dans le cheveu ondulé, bouclé, frisé et crépus. Pourquoi un panel aussi large? C'est qu'en fait, à l'époque, on avait toutes la même problématique, Mmh. de se dire: «Ben, je veux pas utiliser, de dope, je veux des produits adaptés, des produits, avec une composition, plus ou moins clean». Mmh. Donc c'était vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée de rassembler autour de cette boutique. J'ai ouvert cette boutique en décembre 2014, OK. après être revenue d'un voyage, au Mali. Parce que du coup, juste avant d'ouvrir la boutique, l'idée aussi, c'était d'importer, des produits, du Mali, tels que le karité, et travailler vraiment avec des artisans. Donc j'avais été à la maison du karité, de Bamako et pour voir un petit peu comment c'était fait et ce qu'on pouvait faire, ensemble. Donc j'ai ouvert cette boutique, à Villeneuve-d'Ascq initialement, OK. après avoir contacté, pas mal de monde pour essayer d'avoir un local commercial. J'avais été suivie aussi par la BGE, donc la boutique de gestion des entreprises, OK. pour monter un business plan et avoir, les financements, qu'il fallait. Et c'est quoi les enjeux?
enfin, tu vois, les défis que tu as rencontrés pendant ce parcours? Parce que tu vois, tu étais encore en école de Mmh. commerce quand tu as commencé, et ensuite, après, tu parles de financement, tu parles de trouver les marques adéquates. Il y a plusieurs choses là que j'entends, mais c'est quoi les plus gros défis? Je pense que le plus gros défi, c'était, de paraître crédible OK. et de dire qu'il y avait un marché là-dessus. Donc, parce que, pour avoir les financements, fallait passer des commissions, fallait montrer aussi, à un moment donné qu'on avait le dos, la carrure Mmh. pour pouvoir réussir un projet comme ça et je pense que ce que j'avais fait en amont, d'avoir été sportif de haut niveau, d'avoir, eu cette expérience-là et d'avoir travaillé, d'avoir déjà un CV avec certaines lignes, a fait que, pour certains, bah, j le projet était viable. Mmh. OK. Donc là-dessus, ça a pas été vraiment un souci. Vraiment, toutes les portes se sont plus ou moins ouvertes. Après, ça a pas été toujours, facile, mais dans l'ensemble, j'ai pas vraiment eu de difficultés. OK. C'était un projet qui a quand même été bien reçu, notamment par des gens qui, n'avaient pas du tout, cette problématique-là. Mmh. Donc ça a été dans l'ensemble. Le seul problème, c'est que sur la boutique de Villeneuve-d'Ascq, il y avait pas d'adresse. En fait, au niveau du cadastre, le D'accord. local existait, mais pas l'adresse. Donc les gens avaient du mal à me trouver. Et en fait, même au niveau des livraisons, on avait du mal. Mmh. Donc du coup, de là, j'ai décidé de transférer la boutique ailleurs. Donc j'ai essayé de chercher un autre local, Mmh mh. heu et moi, je voulais le centre-ville de Lille, tout simplement. Je me suis dit: «Si c'est pas Villeneuve, ça sera Lille centre». Mmh. Bah, parce que j'avais des clientes qui venaient de Belgique et tout ça et que je me suis dit: «Bah, c'est top, elles sortent de la gare, elles auront, accès, à la boutique». Donc c'était vraiment l'idée, de base et là, par contre, j'ai eu des difficultés. Mmh. Là, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que, quand, j'appelais les agences immobilières pour savoir s'ils avaient pas des cellules commerciales, disponibles, ce qu'on me disait, c'était que mon secteur d'activité, il serait mieux à Oisem, et que, en centre-ville, ça ne marcherait pas. Donc pour expliquer un petit peu, Oisem, ben, c'est on va dire, c'est le lieu, cosmopolite, donc où on va trouver, tout ce qui est attrait aux cheveux, à la nourriture, enfin voilà, c'est un petit peu le lieu de toutes les rencontres et où on aime bien, nous, cantonner. Ouais, c'est ça et en fait, j'avais beau expliquer que j'ambitionnais pas ça, Mmh mh. qu'au-delà d'avoir, parce que les gens quand on leur dit cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus, ils ne retiennent que le crépus. Mmh. Mais dedans, j'avais de la clientèle qui avait le cheveu ondulé et qui voulait pas spécialement être dans un lieu où ils se sentaient pas safe, Mmh. ou un lieu qui ne correspondait pas à leurs attentes et surtout des gens qui n'avaient pas grandi avec le fait d'avoir, de l'alimentaire, cosmétique, mélangé dans la même Mmh. boutique. Mmh. Donc vraiment, je voulais avoir un truc un peu propre, un peu sur l'idée de ce qu'on trouve quand on va à Sephora, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment Une l'idée. boutique dédiée C'est ça, pour la beauté, du cheveu et cetera, mais sans rien de c'est vraiment que la beauté du cheveu. c'est ça, OK. c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai réussi parce que j'ai été à l'audace de demander, les cellules commerciales qui étaient disponibles et que je voyais et tout ça. J'ai, réussi à avoir une boutique dans le centre-ville de Lille, inespérée. Heu et là, je me suis dit: «Waouh, c'est le début de quelque chose là. Mmh. Faut y aller, faut foncer, faut foncer». Donc ça s'est bien passé pendant, 2 ans et demi, où il a fallu faire connaître la boutique, c'est sûr, hein, mais j'avais quand même pas mal de marques en exclusivité. J'avais Les Secrets de Loli, j'avais Carolina Bey, j'avais, Tatiana Bey, j'avais Design Essentiel. J'avais beaucoup de marques américaines aussi et c'était top. Du coup, les Waouh! gens venaient, pour se fournir, ces marques-là. Parce que ça, on en parle, succinctement, mais comment tu as fait pour convaincre ces marques de te donner l'exclusivité? Ben c'était l'idée, c'était de leur expliquer déjà le projet. Donc j'avais fait un dossier avec, voilà, la genèse du projet, ce que je voulais, ce que j'ambitionnais et l'idée, c'était de dire: «Bah, voilà, moi, je vous ai sélectionné pour que vous puissiez rentrer dans la boutique, à voir si, l'idée
que moi je dégage, le principe, et si vous souhaitez aussi que votre marque soit assimilée à ça. En fait, si je comprends, juste, moi j'aime bien que ce soit clair. Mmh. En fait, tu voulais quelque chose de premium. C'est-à-dire que toi-même et moi, hein, enfin, on a tous connu, tu vois, on appelait ça l'exotique. T'appelles l'exotique, tu peux acheter, parce qu'avant les marques c'était du Pink, Ouais, c'est ça, c'était du Olive Oil, c'est ça. donc des marques qui ne sont même pas adaptées en soi pour réellement pour nos cheveux, des marques dont la composition est plus qu'approximative, Mmh. et des marques qui ne sont même pas faites par des noirs. Donc qui connaissent pas réellement nos problématiques, mais voilà, c'est un business, parce que c'est un business qui est très 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 lucratif. Mmh. Et en fait, toi, tu t'es dit non, moi ce que je veux, toi, tu faisais toi-même tes routines et Mmh. tu t'es dit en fait, il faut quelque chose, il faut démocratiser ça. Il faut pouvoir accompagner donc la femme, les femmes ou même les hommes, hein, parce que la beauté du cheveu, c'est pas que pour les femmes, mais dans cette, dans leur routine, mais avec des produits qualitatifs, donc des marques qualitatives et des marques qui soient vraiment faites pour nous, en fait, pour la communauté, quand je dis communauté, là, c'est même pas une question de couleur, hein, c'est une question de typologie de Oui, cheveux, c'est ça. et tu t'es dit: «OK, et je veux amener ça à un nouveau niveau». Donc c'est vraiment une boutique qui soit faite que pour ça, et où toi, tu pourrais venir conseiller, comme tu as dit, avoir une expertise, parce que tu avais échangé en amont avec les marques, tu savais exactement tel produit pour tel type de besoin et C'est ça. cetera, et tu avais envie, dans le violil, de pas justement être assimilé, heu à une, je vais pas dire quelque chose de bas de gamme, mais tu avais envie d'avoir le côté premium et accessible, d'un point de vue géographique à plus de monde. C'est ça. Comme tu as dit, tu avais des gens qui venaient d'un peu partout, donc c'est bien ça C'est le ça, OK. c'est exactement l'idée. Donc l'idée, c'était quand tu arrivais à Timara, heu, tu avais la possibilité de ramener tes produits Mmh. capillaires. Donc on se posait, je regardais les compositions et je te disais ce qu'il fallait éviter, ce qu'il fallait faire, et on mettait en place une routine capillaire. Donc il y avait des personnes qui, avaient la possibilité financièrement de mettre en place tout de suite une routine capillaire et donc de commencer sur un package complet. Et donc là, on partait sur du complet, donc du shampoing clarifiant, shampoing hydratant. On alternait aussi entre la gamme hydratante et la gamme protéinée, vraiment complet. Donc soit on avait cette possibilité de faire ça, soit on partait sur un changement petit à Graduel. petit, Mmh. qui soit graduel et que la cliente ne ressente pas financièrement le coût de Mmh. ce changement. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir ça et d'avoir aussi pour toutes les bourses. Heu et que c'était pas parce qu'on était, avec une petite bourse qu'on pouvait pas avoir une routine, carrée. OK. Donc vraiment, c'était vraiment l'idée, donc de pouvoir, en fait, c'était je voulais vraiment que les clientes se sentent bien, se sentent comme à la maison et qu'elles n'aient pas peur de se dire: «Ben, je vais pas aller chez elle, ça va me coûter un bras». Non, c'est: «Viens, on prend le temps, on regarde tes produits, je te conseille et puis tu prends le conseil, tu le mûris et puis si tu veux repasser, ben, tu repasses, tu reprends le produit». Et je partais du principe que si le temps que je prenais à mettre en place les bonnes bases, ben, la cliente, elle allait forcément être satisfaite et que du coup, elle allait revenir et elle allait en parler autour Mmh. d'elle. Vraiment, l'idée, c'était vraiment de fédérer et de se dire: «Voilà, on est une nouvelle génération, on est jeune, on est dynamique, on ne veut plus, se défriser comme on défrisait avant les cheveux parce qu'on trouvait que c'était plus facile et que c'était plus malléable». Vraiment, l'idée, c'était, de dire: «Viens comme tu es et si tu veux faire une transition et passer au naturel et redécouvrir tes cheveux, je t'accompagne. Si tu veux rester défrisé par choix, je t'accompagne à le faire mieux, à être consciente de, ton cheveu, comment il se comporte, de ce qu'il faut lui apporter, à quel moment il faut lui apporter». Donc vraiment, c'était vraiment l'idée. OK. Et ça, tu as dit que ça avait duré 2 ans? Pendant 2 ans et demi, 2 ans et demi. et en fait, je suis tombée enceinte de ma première. Et là, je me suis posée, je me suis rendue compte que je faisais 50 heures semaine toute seule. Donc c'était juste impossible au niveau, des charges de fermer la boutique. Mmh. Donc
J'ai tenu, jusqu'à la fin de ma grossesse et en fait, on s'est vite rendu compte pourtant on je me suis dit que j'allais pouvoir y arriver, donc j'avais acheté un deuxième berceau pour, l'arrière-boutique et je me suis dit que j'allais tout mener de front et en fait, on s'est rendu compte avec mon conjoint que ça allait pas être, viable, donc j'ai dû, faire une liquidation. J'ai décidé de liquider, l'entreprise et de ne pas la céder parce que je voulais qu'on respecte, l'âme de Mmh. Tima et l'idée, le principe de bienveillance et de conseil et tout ça et que si ça, c'était pas possible, ben, c'est tout, tant pis, je Mmh. préférais le fermer. Comment tu t'es sentie? Très mal, heu, bah, parce que c'est le projet d'une vie, quoi. Enfin, j'étais bien, j'avais mon équilibre, j'avais, mes clientes habituelles, donc voilà, il a fallu, ben, prendre cette décision-là. Donc du coup, j'avais fait en sorte, de dire aux clientes qui avaient l'habitude de venir, de prendre du stock et Mmh. d'avoir des produits d'avance, et du coup, il a fallu, tout fermer, quoi. Donc passer au tribunal de commerce, fermer, liquider la société pour vraiment pouvoir se défaire Mmh. du bail, commercial et puis de tout. Donc il a fallu faire ça, en fin de grossesse. Parce qu'il faut savoir que, j'ai fermé la première semaine de janvier et j'ai accouché le 27. OK. Donc jusque-là, je faisais encore mes 50 heures, où je courais, partout, où je montais encore sur l'escabeau, pour récupérer les cartons et autres. Donc j'ai eu de la chance, la grossesse s'est bien passée, j'ai pas eu de difficultés, Mmh. donc ça a été, mais c'était pas tout repos. Donc voilà, il a fallu, Et quand se reconstruire. et quand tu parles de liquidation, parce que, voilà, c'est pas tout le monde qui a déjà ouvert une entreprise, c'est pas tout le monde qui est au courant. Sachant que là, c'est une liquidation qui est à ton initiative, c'est pas une liquidation, judiciaire parce qu'il y a des impayés ou ce genre de Ça choses? rentre quand même dans une liquidation judiciaire parce que OK. du coup, il y a quand même un bail commercial qui nous lie, heu, avec du coup l'agence immobilière et qu'il fallait que je puisse faire reprendre ce bail-là pour eux pas les mettre en difficulté. Donc ça a été repris, ça a été fait, mais il fallait casser tous les contrats, OK. liés à l'entreprise. Donc on passe et c'est ce qui est difficile, c'est que c'est à mon initiative, c'est pas le tribunal qui a décidé que c'était pas viable et bon, on va liquider, mais je l'ai vécu de la même manière que, des gens qui, liquident parce que c'est le tribunal qui a décidé. Parce que ce jour-là, vous êtes mélangés, vous passez en audience, donc je sais que j'avais été à l'audience le liquidateur m'avait dit, «Bah, vous avez pas besoin de venir, de toute façon, c'est à 2 votre fait, il y a pas de crédit», voilà, donc en gros, c'est une liquidation classique qui va aller, rapidement, mais j'ai tenu à y aller parce que, bah, la crainte, l'appréhension et Mmh. puis c'était tout nouveau et puis je voulais pas que, ça soit, perçu, d'une manière qui puisse, Ouais, prêter à confusion, confusion. ouais. Donc donc voilà, ouais, c'était quand même une épreuve, Mmh. pas évidente. Je sais que pendant quelques semaines, je suis restée à la maison et j'avais pas envie de vraiment sortir. Mmh. Heu, Après, il y a plusieurs choses, hein. Il y a quand même le fait que tu es en fin de grossesse. oui Heu, et je pense que c'était ouais. un trop et de se dire: «Ben, voilà, faut se poser, se centrer, se reconstruire Mmh. de nouveau et décider de ce que j'allais pouvoir faire». Sachant que j'avais toujours l'idée que, bah, j'allais pas pouvoir réussir à faire grand-chose, parce Mmh. que c'était ce qui m'avait construit plus ou moins. Donc je suis repartie encore en arrière et donc j'avais une amie à l'époque, moi j'aime toujours les maths et j'avais une amie qui, avait un peu de difficulté en maths et qui voulait préparer le concours infirmière qu'elle avait déjà passé et là, elle voulait, la préparer. Mmh. Donc je lui ai dit: «Écoute, moi je fais rien pour l'instant, heu, je veux bien t'aider, t'accompagner, dans les exercices de maths, on va se challenger, on va Mmh. se soutenir, et on va t'amener au concours, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir». Et donc ça avance, j'achète des livres, j'investis, je travaille,
Et ça, juste pour l'accompagner, elle. Ouais, pour Donc, l'accompagner. c'est-à-dire que tu achètes des livres, c'est même pas pour toi, c'est pour Non, toi. c'est Ok. voilà. Non, mais ok. Je lui avais dit, je vais t'aider. On va le faire ensemble. Donc, c'est pas elle qui t'achète, c'est toi qui achètes. Ouais, Non, mais ok, on c'est juste pour a, être. ouais, C'est juste, je veux bien comprendre. ouais, non, non. Ok, ok, ok. Et donc, à l'approche de l'inscription au concours, je me dis, oh, je le tenterai bien, tiens. Ah ouais, ok. Donc, j'ai j'ai passé un concours, une école, vraiment l'école à côté de la maison. Et je lui ai dit, je l'ai pas, bah voilà, c'est tout. Et en fait, donc on passe le concours, toutes les deux, chacune dans sa ville. Et donc, je regarde les résultats. Je suis prise en liste principale pour l'oral. Et elle, c'est pas passée. Euh, euh, et donc, du coup, je me disais, punaise, c'était son projet à elle, pas le mien. Donc voilà. Attends, quand t'as investi dans les livres, là, c'est devenu ton projet, hein. Je suis désolée. Oui, Ah, je oui, suis désolée. ouais, franchement. En fait, le truc, c'est que moi, quand je commence une activité, j'ai besoin d'aller au bout du truc. C'est-à-dire que pour moi, si je l'aidais, ben, il fallait que je sache de quoi je parle. Il fallait que, et puis, j'avais du temps à tuer, voilà, il fallait que j'y aille jusqu'au bout. Au même titre que comme j'ai ouvert Tima, il fallait que je teste tous les produits qu'il y avait dans la boutique, sinon pour moi, c'était pas concevable. Bah là, c'est un peu l'idée de me dire, ben attends, je vais pas l'aider et pas savoir de quoi je parle, je vais y aller jusqu'au bout. Et donc là, j'ai commencé à me dire, punaise, c'est réel, faut préparer l'oral. Donc j'avais fait une préparation un peu d'entretien et tout ça. Mais t'avais combien de temps pour le faire, la préparation? Pas beaucoup, je sais plus exactement, mais vraiment c'était court. Et après, je me suis dit, je vais y aller au talent en fait. Vraiment, c'est genre talentueux. Espèce de talentueuse. Non, en vrai, je me suis dit, en fait, je vais aller au talent. Si c'est pour moi, ben c'est tout, ça me sera facilité. Et donc, en fait, je vais à l'oral et tout. Donc, je prépare l'oral, je vais à l'oral, je gère tout et tout. Et moi, je me suis dit, ah, c'est pas passé, c'est pas passé. Genre, j'ai eu des questions. En plus, c'était pour une reconversion. Donc, à 30 ans, j'ai eu des questions du style, mais si vous arrivez en stage et que quelqu'un vous gère, votre tuteur de stage, il est plus jeune que vous, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous allez savoir vous intégrer dans un collectif beaucoup plus jeune? Parce qu'au final, c'était des élèves qui étaient sortis du bac. C'est-à-dire, j'ai un enfant. Voilà, moi j'ai un enfant, il y a un enjeu. Mais c'est ça, en fait. J'ai un enfant, t'es mariée, comment tu... Ouais, je peux C'est ça. comprendre, ouais, ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, c'est tout, c'est pas passé. Je me suis dit, c'est pas passé, je me suis dit, c'est pas grave. Et en fait, je vais, donc quelques mois plus tard, je vais pour voir la liste et je vois que je suis prise en liste principale sur la seule école que j'ai passée, le seul concours que j'ai passé, avec un 20 à l'oral. Waouh. Entre c'est pas passé. Tu sais, Ouais. quand on dit c'est pas passé, bon, t'as 10, tu dis, bon, ah, ça va. Mais là, 20, ok, note maximale. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est réel. Je vais rentrer en école d'infirmière. Mais comme, ouais, comme quoi, hein. Et donc, ce pourquoi on m'a toujours dit, non, toi, le médical, tu pourras pas, c'est pas possible. Là, je me suis dit, oh, je vais le faire. J'ai réussi. Et donc là, c'est juste ouf, quoi. Il y a tous les bonhommes dans la tête qui... Ouais. Et là, je me dis, ok, bah, contente, triste qu'on le fasse pas à deux et qu'on le fasse pas en simultané, mais je lui ai dit, on lâche rien, on va continuer, tu vas repasser le concours, ça va aller. Et donc moi, il fallait que je me dise, ben, bon, maintenant, il faut trouver les financeurs. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va financer tout ça? Et en Ah, fait... parce que là, faut payer aussi. ouais. Ok. Faut payer, il faut savoir que quand, en fait, j'ai fait la liquidation et quand tu passes d'entrepreneur, à l'époque, en fait, tu avais le droit à rien. Donc, en fait, c'est comme si tu repartais à zéro dans la société, tu n'avais rien fait pendant 2 ans et demi. Donc, du coup, rebelote, j'ai dû travailler pour m'autofinancer. On a géré avec la vie de famille et mon conjoint m'a aidé, vraiment, beaucoup. Donc, Là, on parle de financement parce que tu payais encore le financement
de ton école de commerce ou là, c'était déjà terminé? Ah non, c'était pas fini. Donc, ouais, ok. Donc là, j'avais les échéances que je payais, Parce que des c'était, grosses voilà, ce échéances que en tu plus. disais. Et en plus de ça, à côté, il fallait la vie quotidienne, la gérer avec un enfant, une vie de famille, quoi. Donc ça n'a pas été évident. Et en plus, à l'époque, dans mes souvenirs, il me semblait qu'on était payé un truc du style 36 € la semaine quand on est allé en stage. Enfin, Wow. ouais. Ouais, ok. Donc, c'était pas évident. Sachant qu'en plus, du coup, je ne gardais plus ma fille et qu'il fallait aussi payer la crèche. Donc, que des coûts qui ont été sortis. Après, donc, il a fallu faire des sacrifices et se dire qu'on repart pour 3 ans. On repart pour 3 ans de galère. Et là, c'est en quelle année? Je suis rentrée en quelle année? Je sais même plus. Parce que 2016, enfin 17, 2014, 18, je crois que je suis rentrée en 2018 ou 2019 en Ok. école d'enfants. Donc voilà, il a fallu tout recommencer. Euh, et en plus, on avait une vie de famille quand même assez bien rodée où, nous, on avait dit non à la télé, on faisait des activités culturelles et des activités, vraiment, tout était autour de notre première fille. Et donc là, il fallait tout organiser. Continuer la vie de famille pour qu'elle ne sente pas trop le changement. Mais en même temps, il fallait que je me dégage du temps pour faire préparer mes partiels, préparer mes stages. Et avec toujours ce stress-là de me dire, si j'arrive dans un lieu de stage, il faut que je sache de quoi je parle. Et donc, je pense que j'ai dû acheter une flopée de livres parce qu'à chaque fois que j'avais une discipline, j'allais au furet récupérer le livre. Donc voilà, j'ai fait ça. Ça n'a pas été de tout repos. C'était dur, fatigant, éprouvant. J'ai voulu arrêter plus d'une fois. Et en fait, à chaque fois que je voyais les résultats des partiels, je continuais, j'avançais. Voilà. Et tu te dis, bon, c'est Ça bon. va. Ah, bon, on continue. On souffre, mais ça va. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, comme ça, je me suis retrouvée à avancer sur mes 3 années d'école d'infirmière, où ça m'est arrivé, par exemple, la dernière année, de travailler de nuit et de finir au petit matin, d'aller chercher ma fille, de la déposer à la crèche et d'enchaîner sur ma journée de stage. Donc Quand j'ai tu fait parles de ça. sacrifice, Ouais, c'est vraiment, vraiment littéralement le mot. Ça veut dire que je travaillais la nuit, la journée, j'allais en stage. Et le soir, quand je finissais mon stage, j'allais chercher ma fille, je la déposais à la maison, je commençais le repas et après, je repartais au travail et j'enchaînais comme ça. Il y a des lieux de stage d'ailleurs qui étaient au courant et qui ne revenaient pas. Mais Ouais. j'avais pas le choix. J'avoue que Financièrement, c'est physiquement, psychologiquement, émotionnellement, c'est quelque c'est chose qui beaucoup. est. En fait, ça se voyait pas, du coup, en plus, parce que j'étais investie et que tout ce qu'on me demandait était toujours fait en temps et en heure et tout ça. Mais derrière, je cumulais les heures de fatigue et c'était fatigant, c'était très éprouvant. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai fini 4e de promo ou 3e, je sais plus. Mais vraiment, l'idée, c'était de m'investir. Pour moi, en plus du fait de l'autofinancement, l'échec n'était pas une éventualité. Il en est hors de question qu'il y ait un échec. Donc, j'ai tout donné pour que ça puisse passer. Et donc, c'est passé. Il n'y a pas eu de redoublement. Il n'y a pas eu de... Si, je ne veux pas dire il n'y a pas eu de difficulté. Ça a été dur. Ça a été éprouvant. Ça a été fatigant. Mais je suis sortie de là et on m'a dit... j'avais déjà, avant même la fin de mes études, j'avais déjà 2 propositions de poste en réa. Donc, je savais que, voilà, c'était... Réanimation. Ouais. C'est-à-dire les gens, tu les secoues. Mais vraiment, c'était l'idée. Et donc, en fait, j'ai intégré une réanimation dans laquelle je me suis épanouie, j'ai bien aimé. Et deuxième bébé est arrivé. Donc, du coup... Excuse-moi, parce que là, on ne parle oui. pas du tout, parce que aujourd'hui, on est en 2025. Ouais. Ça fait 8-9 ans que tu es l'opticienne. Mm. Et ça, on n'en parle pas du tout, parce qu'en fait, c'est ma l'opticienne.
Et en fait, là, tu vois, dans tout ça, parce que ça veut dire qu'en même temps, tu loxes. Oui. Et dans ça, on n'en parle pas, parce que c'est une part quand même importante aussi. Alors c'est une part, ouais, c'est vrai. En fait, pendant la création de Tima, donc la boutique, j'avais été sur Paris pour faire une formation avec le docteur Cornwell euh, autour de la thématique de la LOX, donc de la Sister LOX précisément. Et l'idée, c'était de faire cette formation-là. Donc, je l'ai fait en étant enceinte au début de ma grossesse. C'était d'avoir dans l'arrière-boutique la partie coiffure où j'allais accueillir les clientes qui voulaient du coup se luxer. Et donc, c'était vraiment, je voulais que ça soit complémentaire et faire un spa capillaire dans la deuxième partie où vraiment les locks seraient mis en avant. Donc j'ai fait cette formation-là et en fait, bah, du coup, finalement, plus de boutique, plus trop de projets, mais l'envie de quand même promouvoir cette coiffure-là et de se dire, bon voilà, ça n'a pas été avec la vie de famille, le fait d'avoir la boutique physique. Comment est-ce que je peux aider? Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux apporter mon aide autour de cette coiffure-là? Donc j'ai diffusé pas mal à l'époque sur les réseaux. Euh, et le temps fait que ben, j'ai mis un petit peu de côté parce que du coup, avec les études, la vie de famille, il fallait que tout puisse être en route. Et avec la fermeture aussi de Tima, parce que c'était une continuité de Tima. Donc voilà, du coup, on a mis un petit peu de côté la partie LOX. Et là, on s'est recréé un petit collectif dans l'idée de redynamiser cette coiffure de nouveau. Donc, avec mon ami et muse, on a décidé de mettre en place des formations. Du coup, pour former les gens qui veulent se lancer dans cette partie-là, mais de leur apporter le côté médical aussi, le côté je connais le cheveu et je sais comment l'entretenir. Parce que au-delà de d'avoir la technique de cette coiffure, il faut savoir quels conseils je vais donner à ma cliente à quel moment. Donc l'idée, voilà, ça c'est entre guillemets la partie sur laquelle on travaille et qui est encore en mode secret parce qu'on aimerait bien la diffuser, mais cette fois-ci pas vraiment ici, mais plutôt s'exporter. Ok. S'exporter, où ça on a plus ou moins une petite idée, mais l'idée c'est vraiment de mettre à l'honneur cette fois-ci le continent africain. Dans l'idée c'est j'ai entrepris en France, en Europe, ça n'a pas été comme je voulais parce que le poids des charges et puis la gestion de la vie de famille et tout ça c'était compliqué, mais il y a un marché qui est porteur, j'en suis persuadée, et bah, pour ça, il y a un continent qui nous tend les bras depuis des années et dans lequel on a grandi. Et aujourd'hui, voilà, avec l'âge, ben, j'ai envie de me développer ailleurs. Et j'ai envie de me développer dans mon continent de cœur. Celui où bah, j'ai passé des moments dingues avec ma famille là-bas. Celui où j'ai vécu des expériences où même encore aujourd'hui, rien que d'y penser, ça me redonne le sourire. Je veux voilà, valoriser l'Afrique. Donc là, si je comprends, en fait, aujourd'hui, là où tu es, c'est t'es infirmière en réa. C'est ça. T'es solopreneur aussi parce que t'es loticienne. Et t'as l'ambition de pouvoir bah, faire des formations sur la versatilité du cheveu de par en utilisant la LOX comme outil principal et de pouvoir bah, accompagner celles et ceux qui le souhaitent justement à porter leur couronne fièrement. C'est ça que je comprends C'est ça. du projet. Okay. C'est ça. Donc, et ça à travers en passant par l'Afrique. Oui. Okay. C'est exactement l'idée. Donc on est en train de pencher sur un petit truc, j'espère qu'il va exploser, j'espère. Tout ce qu'on souhaite. Donc voilà, mais à côté, bah, je reste infirmière en réa, qui a passé un DU de réa en plus d'avoir été diplômée infirmière, parce que moi je suis comme ça.
C'est ça le problème. Je voulais me dire à un moment donné, ben, je suis infirmière, ok. Je travaille en réa, ok. Mais il y a un DU de réa, pourquoi je le passerais pas? Et donc l'année dernière, j'ai passé mon DU de réa, en plus de travailler de nuit et en plus d'avoir du coup cette fois-ci 2 enfants. Mais j'ai besoin en fait de valider, de checker les étapes et peut-être que ça vient du fait que quand j'ai été sportif à l'époque, eh ben, j'ai pas anticipé et je me suis dit, bah là, cette fois-ci, voilà, j'ai des acquis, infirmière en réa, comment est-ce que je peux valider ça? Ok, une formation, ok, je la fais. Ok, c'est 1 an, c'est dur, mais à la fin, on va me dire, bah voilà, j'ai un DU de réa. Et c'était ce que je voulais. Et donc, à chaque fois que j'entame une étape de ma vie ou un projet de vie, je me forme pour pouvoir être sûre d'avoir la légitimité de réclamer mon dû, clairement. Ok. Donc voilà. Donc, quand tu disais parcours atypique, je comprends un peu parce qu'on est passé par Ouais. plusieurs routes. C'est ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de léguer? C'est quoi l'héritage que tu veux laisser à tes enfants, à la communauté? Tu vois, tu me parles d'Afrique, tu me parles d'avoir envie de t'exporter ou de te rapatrier. Enfin, tu vois, ça dépend où on se place. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à la communauté et à mes enfants aussi, c'est aller au bout de ce que vous voulez vivre. Aller au bout et n'ayez aucun regret. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'il fallait avoir qu'une vie, un chemin bien tracé. Non, en fait, toutes les expériences de vie que chacun et chacune d'entre vous vivez, vous construisent et fait de vous un être unique, en fait. Donc aujourd'hui, moi, toutes mes expériences, j'aurais peut-être fait certaines choses différemment, mais je n'ai aucun regret. Parce qu'en fait, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui. Et à 36 ans, je peux dire que mon CV, il est tellement plein que je suis obligée de renlever des lignes. Et que toutes les expériences que j'ai vécues m'ont fait mûrir, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc mes expériences passées vont faire que quand on va monter le projet en Afrique, on le verra sous un angle différent, on fera les choses de manière différente parce que j'ai cette expertise-là qui fait que j'ai avancé. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire vivez vos rêves. En fait, vraiment. En gros, de ne pas se laisser. Ne pas laisser les insécurités des autres nous impacter. Comme tu as dit, toi, tu as eu, en gros, on appelle ça l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on t'a appris que tu ne pouvais pas faire ça, donc c'était ton plafond. Et en fait, tu t'es dit, en fait, si je peux. Et c'est parti d'une circonstance, tu as juste voulu aider une amie, etc. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, 4 ans après, avoir voulu aider cette amie, tu es infirmière, tu as un DU de réa, en même temps, tu logs, tu vois. Donc, je ne vais pas dire que tu es complète, mais tu fais ce que tu as envie de faire et tu vas au bout de ce que tu as envie de faire. Et moi, c'est ce que je retiens, tu vois, c'est incarner qui tu veux être. Et tu vois, c'est en passant par plusieurs chemins. Mais aujourd'hui, tu vois, l'alignement, tu ressens que tu aimes ce que tu fais, que tu es bien où tu es. Et il y aura d'autres étapes, mais ça te permet d'avoir, tu vois, cette liberté d'esprit de penser à autre chose. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis épanouie, voilà. J'ai un bon équilibre, j'ai un conjoint qui me suit dans tous mes revirements et mes changements. Et je me sens complète. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, que ça m'explose en Afrique. Bien évidemment. Non, vraiment là, l'objectif dans les prochaines années, c'est de faire quelque chose d'exceptionnel. Vraiment. Et l'idée, c'est que le waouh que je me suis dit quand j'ai eu mes concours, c'est possible. Et le waouh que je me suis dit quand le matin, j'ai ouvert pour la première fois la boutique et que j'ai fait rentrer les premières clientes, je veux le ressentir. Je veux me redire, waouh, punaise, on a fait ça. En fait, je veux. Donc ouais, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ça continue et que je continue à faire waouh tous les jours. Ok. Moi, je te souhaite en priorité la santé. Oui, aussi. Il faut avoir une santé de fer pour pouvoir accomplir
pour avoir la politique de ses ambitions et pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Et le succès, moi je suivrai tes aventures de près. Donc santé et succès. Ouais, c'est vrai. La santé est très important. Ouais. Mais du coup, c'est ce qui gère mon quotidien. Au final, je donne de mon temps et je donne de ma personne ouais, auprès des autres. Donc ça, c'est vraiment le côté que je ne veux pas oublier et c'est les fondements des valeurs qu'on m'a transmises. Donc ouais, l'idée, c'est ça. Qu'il y ait de la santé, mais que je continue à faire waouh. Okay. En tout cas, Massaran, je te remercie d'être venue et d'avoir pris le temps de partager avec nous ton parcours qui était très riche. Et je te dis, comme je te dis, santé et succès, et puis au plaisir. Merci à toi, Colombe, et merci à vous. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'aller au bout de vos rêves. C'est vraiment le plus important. Ayez une vie sans regret. C'est vraiment le message et de vous dire que c'est pas parce que ce chemin-là, il passe pas qu'il n'y en a pas un autre qui va passer. J'ai eu le plaisir de recevoir Massaran qui nous a expliqué son parcours original, atypique comme elle l'appelle elle-même. Donc j'espère que ce parcours pourra vous aider à comprendre qu'il n'existe pas de chemin tout tracé et que c'est vous qui êtes au contrôle et que vous avez la possibilité de changer de cap. Votre carrière, c'est pour vous. Donc assurez-vous d'avoir une carrière qui vous ressemble et de ne pas laisser les insécurités des uns ou des autres venir entacher votre ambition. J'espère que cette entrevue vous enrichira comme elle m'a enrichi et que vous prendrez un plaisir à la visionner, à l'écouter et surtout que vous prendrez le temps de commenter, de partager, de liker pour démultiplier l'impact. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Puisse cette émission vous ouvrir des pistes de réflexion et vous apporter l'impulsion dont vous avez besoin pour paver votre chemin de succès. Pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager pour démultiplier l'impact. Pour patienter jusqu'à la prochaine émission, je vous donne rendez-vous sur la newsletter Carrière Noire d'Eli et sur les réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Souvenez-vous que nous avons toutes et tous en nous le pouvoir de changer et plus encore. Embrassez cette nouvelle semaine pleine de promesses. Botika la malamu.